70% exigé, 48 heures imposées. L'ultimatum tombe, net. Dans le palais, une discussion minière bascule en arbitrage existentiel, opposant trésorerie immédiate et maîtrise durable de l'or, du travail local, des recettes publiques et même de la marge diplomatique. Ce choix, porté par Ibrahim Traoré, décide aussi du degré de confiance collective, car il révèle si l'État peut déconstruire une architecture de dette et de concession au lieu de la subir. Dans la nuit du Sahel, la décision quitte les tableaux, elle traverse la rue, les chancelleries, et bientôt les chiffres eux-mêmes. Ce récit avance une promesse précise, expliquer, sans emphase ni spéculation, comment une décision comprimée dans un délai extrême peut reconfigurer des équilibres économiques, gains politiques et sociaux longtemps considérés comme stables. Pour le lecteur, le bénéfice est concret. Comprendre ce qui se joue lorsqu'un État enclavé arbitre entre liquidité immédiate et autonomie structurelle durable. L'enjeu dépasse une opposition simpliste entre courage et imprudence. Il met en tension des variables juridiques héritées, des flux miniers opaques, des attentes populaires parfois contradictoires et des pressions diplomatiques synchronisées dont les effets se cumulent plus qu'ils ne s'annulent. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré n'est ni un geste isolé ni un pari rhétorique. Elle s'inscrit dans une séquence où chaque action ouvre simultanément un coût mesurable et une opportunité conditionnelle. Enfin, suivre cette trajectoire permet donc d'identifier ce qui se joue réellement lorsque la souveraineté cesse d'être un principe abstrait pour devenir un calcul assumé, surveillé et réversible seulement au prix de nouveaux chocs. 2 chiffres suffisent à cadrer la scène. 70% exigés et 48 heures imposées. Dès l'ouverture du dossier, ces marqueurs indiquent que la négociation est verrouillée avant même d'être formulée et que le message reçu n'est pas une demande, mais un test de structure. Cette mini-révélation change l'angle. L'enjeu ne porte pas seulement sur l'or, mais sur la capacité d'un État à absorber une contrainte conçue pour forcer un arbitrage irréversible. Le contexte éclaire cette compression extrême du temps. Depuis des années, le Burkina Faso tente d'ajuster des contrats miniers hérités, de rapatrier une part accrue des bénéfices aurifères et de renforcer la transparence des sites. Vu de l'extérieur, ces ajustements paraissent techniques et marginaux. Dans le Sahel, ils déplacent pourtant des équilibres économiques et politiques longtemps considérés comme immuables. Les dettes extérieures accumulées, les concessions anciennes et les accords tacites forment une architecture dense, rarement visible dans les communiqués officiels, mais déterminante au moment où un seuil est franchi. C'est dans ce cadre que l'ultimatum prend sens. Derrière la neutralité administrative du texte, les annexes internes révèlent un enchevêtrement de variables. Obligations financières héritées, clauses juridiques dormantes, dépendances logistiques et attentes diplomatiques synchronisées. La pression n'est donc pas improvisée. Israël s'inscrit dans une séquence où chaque minute qui passe réduit la marge d'action et augmente le coût d'une hésitation prolongée. Lorsque Ibrahim Traoré entre dans la salle fermée du palais, la décision n'est pas encore prise. Il exige que chaque variable soit déconstruite, comparée et replacée dans une chronologie précise. Cette méthode austère transforme la contrainte en outil d'analyse. Elle révèle que l'ultimatum n'est pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une architecture héritée, testant la solidité institutionnelle autant que la cohésion sociale. À ce stade, la question initiale trouve un premier éclairage. La décision à venir ne concerne pas un pourcentage isolé, mais la possibilité pour l'État de reprendre la maîtrise d'un système qui le dépassait jusque-là. Et le récit quitte alors les tableaux abstraits pour se fixer sur des scènes concrètes où les effets de la contrainte deviennent immédiatement lisibles. Dans l'ouest du pays, un ingénieur des mines décrit une vulnérabilité précise. Plusieurs sites stratégiques fonctionnent avec des chaînes d'information plus rapides que les circuits de décision publique. Dans ce contexte, chaque heure d'hésitation ouvre des brèches opérationnelles, favorisant des fuites, des mouvements précipités d'acteurs privés ou des anticipations défavorables. Son constat est mesuré mais net,
L'inaction coûte plus cher que l'erreur car elle délègue la décision à l'inertie. Un second éclairage vient d'une économiste impliquée dans le suivi des flux internes. Elle montre que les redistributions partielles engagées les années précédentes ont déjà modifié les équilibres budgétaires locaux. Ces ajustements, bien que limités, ont suffi à susciter des inquiétudes chez des partenaires habitués à des accords plus favorables. Ce décalage explique pourquoi l'ultimatum se présente comme un test de seuil, non comme une négociation ouverte. Il vise à vérifier si le pays reculera dès que la pression devient mesurable. La juriste du groupe replace chaque clause dans une chronologie précise. Certaines dispositions anciennes, longtemps considérées comme inertes, peuvent devenir des leviers dès lors que l'État réaffirme son contrôle administratif. À ses côtés, un officier chargé des zones sensibles signale des mouvements inhabituels autour de 2 sites aurifères, indice que des acteurs extérieurs anticipent déjà une réponse plus ferme que prévue. Ces signaux périphériques confirment que la décision, même non annoncée, produit des effets précoces. Dans cet espace resserré, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un arbitre solitaire, mais comme un coordonnateur de méthode. Il impose une logique simple: décomposer, comparer, puis agir avant que le temps ne décide à la place du politique. L'impact immédiat est tangible. Le temps devient l'ennemi central, et la souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une capacité à contenir les premiers chocs. La bascule s'amorce avant l'aube, bien avant que l'ultimatum ne franchisse l'espace public. Dans les couloirs du palais, la logique change de registre. L'analyse cède la place à l'exécution. Un ordre bref circule parmi les conseillers civils et sécuritaires, non pour répondre aux messages reçus, mais pour réduire immédiatement les vulnérabilités qu'il a mises au jour. Les priorités sont établies sans emphase: sécuriser les zones minières sensibles, verrouiller les flux d'informations, suspendre toute communication non protégée. L'objectif n'est pas l'escalade, mais la fermeture des brèches révélées par la contrainte temporelle. Moins d'1 heure plus tard, cette transition est formalisée. Un message codé entérine le passage en phase opérationnelle sous un intitulé volontairement neutre. Les unités locales se déploient autour des sites jugés stratégiques, les convois d'or sont placés sous contrôle renforcé et les accès numériques aux systèmes d'extraction sont temporairement bloqués. Ce moment marque un seuil irréversible. Le calendrier diplomatique cesse de dicter le tempo, remplacé par une logique de maîtrise immédiate du terrain. La décision n'est pas encore publique, mais ses effets commencent déjà à se diffuser. Au fil de la matinée, la tension gagne en visibilité. Dans l'ouest du pays, plusieurs sites exploités par des sociétés étrangères voient leurs autorisations suspendues avec effet immédiat. Des ingénieurs tentent de joindre leur siège ou des relais diplomatiques sans obtenir de réponse rapide. Des interruptions techniques ciblées limitent toute extraction de données ou de ressources à distance. Un silence fonctionnel s'installe, lourd mais maîtrisé, signalant que la décision n'est plus théorique. Le rapport de force ne s'exprime pas par des déclarations, mais par des actes administratifs exécutoires. Vers la mi-journée, un premier signe visuel circule. Un drapeau national est hissé sur une installation reprise sous contrôle public. Les radios locales relaient l'information avec prudence, évitant les superlatifs. Pourtant, l'effet est immédiat. Les marchés régionaux réagissent, des analystes évoquent une onde inattendue et les discussions populaires se chargent d'un mélange d'inquiétude et d'attente. Le récit change alors d'échelle, passant du palais à la rue, sans intermédiaire narratif. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré apparaît brièvement devant une tribune improvisée. Le message est court, sans emphase. Il rappelle que la dette ne peut dicter l'avenir d'un pays qui cherche à reconstruire ses marges de décision. Cette intervention ne vise pas l'adhésion émotionnelle. Elle sert à clarifier la ligne suivie depuis l'aube et à donner un cadre lisible à l'administration comme à la population. La parole valide publiquement ce qui s'est joué dans l'ombre. Les réactions extérieures suivent rapidement. Des capitales occidentales multiplient les appels, qualifiant la situation de crise potentielle. En parallèle, les indicateurs de marché s'ajustent. Le cours de l'or progresse dans la journée, signe que les investisseurs anticipent une reconfiguration des circuits d'approvisionnement. 2 récits émergent alors. L'un décrit un risque majeur pour un État enclavé,
l'autre un refus assumé d'un déséquilibre ancien. En fin de journée, les rues d'Ouagadougou deviennent un baromètre social. Des rassemblements spontanés se forment sans mot d'ordre central. Des gestes symboliques apparaissent, modestes mais répétés. La séquence s'achève par une réunion restreinte au sommet de l'État. La ligne est confirmée, il ne s'agit plus de négocier un pourcentage, mais de tenir une trajectoire. À partir de cet instant, la rupture n'est plus hypothétique. Elle est actée, portée par une structure qui a choisi d'agir avant de répondre. Avant l'ultimatum, l'équilibre reposait sur une dépendance financière héritée. Après le refus, les écarts deviennent mesurables et opposent coût immédiat et marge structurelle retrouvée. Cette bascule ne se lit pas dans un chiffre isolé, mais dans la manière dont plusieurs indicateurs changent simultanément de rôle, passant d'une contrainte subie à une variable surveillée. Le premier repère concerne l'endettement extérieur. La structure accumulée atteint 5,6 milliards de dollars et résultat de décennies de négociations asymétriques et de refinancements successifs. Ce montant conditionne la trésorerie publique et limite fortement la capacité d'arbitrage. Avant la crise, ce stock de dette servait de justification permanente à des concessions rapides. Après le refus, il devient un paramètre assumé, intégré dans un calcul de résilience plutôt que dans une logique d'urgence. L'écart ne réside pas dans une réduction immédiate, inexistante, mais dans le changement de hiérarchie entre liquidité à court terme et contrôle des actifs stratégiques. Le deuxième indicateur touche au cœur productif. La production aurifère annuelle avoisine 85 tonnes, ossature invisible de l'économie nationale. Ce volume structure l'économie, mais ne garantit pas seule la capture publique. Avant l'ultimatum, une part majoritaire de ces flux échappait au contrôle direct de l'État, conséquence de concessions fragmentées et de circuits d'exportation hérités. Après la reprise administrative de certains sites, le delta apparaît moins dans l'augmentation des volumes que dans la recentralisation progressive des flux existants. Chaque tonne mieux tracée modifie l'équation budgétaire sans exiger d'expansion miraculeuse. Le troisième chiffre mesure le choc initial. Les projections techniques anticipent une contraction d'environ moins 3,2% du PIB sur la première année. La baisse traduit un choc logistique et diplomatique, non un effondrement productif. Avant la décision, ce risque était brandi comme un argument dissuasif. Après, il devient un coût assumé, explicitement intégré dans la trajectoire. Le delta introduit un paradoxe central. Une perte à court terme peut créer un gain structurel si elle s'accompagne d'une autonomie accrue des flux miniers et décisionnels. Pris ensemble, ces trois indicateurs redessinent la lecture de la solidité étatique. Ils montrent que la souveraineté ne s'évalue pas à l'aune d'un solde instantané, mais à la capacité d'absorber un choc tout en réorganisant les priorités. La dette cesse d'être un levier de contrainte automatique. La production cesse d'être un volume abstrait, la contraction cesse d'être un verdict définitif. Chacun devient une variable gouvernée. Dans cette lecture froide, Ibrahim Traoré n'est pas jugé sur un discours, mais sur des écarts observables. Le baseline décrit un système où l'urgence dictait les concessions. En fait, le delta révèle un système où l'État accepte un coût pour reprendre la maîtrise des flux. La question n'est donc pas de savoir si les chiffres rassurent, mais s'ils offrent un langage commun pour piloter la suite. À ce stade, les preuves quantitatives ne promettent ni stabilité immédiate, ni succès garanti. Elles fixent un cadre de surveillance. Elles transforment la souveraineté d'un principe proclamé en une suite de variations comptables, chacune porteuse de risques identifiés et d'opportunités conditionnelles. C'est dans cette capacité à lire, expliquer et assumer les écarts que se joue la crédibilité de la trajectoire engagée. La première lecture, souvent avancée par des acteurs pragmatiques, considère la décision comme un pari excessivement risqué. Selon eux, un État enclavé, dépendant de circuits financiers, logistiques et diplomatiques extérieurs, ne peut absorber sans dommage durable un choc aussi frontal. Ils invoquent des précédents régionaux où des revendications de souveraineté minière ont entraîné sanctions ciblées, renchérissement des coûts d'importation
et affaiblissement rapide des marges budgétaires. Leur raisonnement est cohérent. Moins d'alliances fonctionnelles signifie mécaniquement plus de vulnérabilité dans un environnement international instable, surtout lorsque la sécurité et l'accès au marché reposent sur des partenariats extérieurs. La seconde lecture défend l'option inverse avec une logique tout aussi structurée. Pour ses partisans, l'ultimatum révélait un déséquilibre ancien, entretenu par des concessions rarement renégociées et par une dépendance transformée en automatisme. Ça, accepter l'exigence aurait offert un allègement comptable immédiat, mais au prix d'un verrouillage durable de toute réforme engagée. Il souligne que les premiers effets observables après le refus vont dans le sens d'une reprise de contrôle administrative, d'une recentralisation partielle des flux et d'une clarification des priorités publiques. Dans cette perspective, le risque majeur ne réside pas dans la rupture, mais dans la perpétuation d'un modèle jugé extractif et rigide. Entre ces deux pôles, une réponse étayée consiste à déplacer le débat du terrain idéologique vers celui des données observables. Les coûts à court terme sont réels et mesurables, mais ils s'inscrivent dans une trajectoire explicitement assumée. Les gains structurels restent conditionnels, mais ils reposent sur des mécanismes identifiables, traçabilité accrue, discipline administrative et hiérarchisation des objectifs. Cette lecture intermédiaire n'absout ni ne glorifie la décision. Elle la traite comme une expérience à ciel ouvert où chaque hypothèse doit être confrontée à des écarts vérifiables. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré cesse d'être évaluée à l'aune d'un courage symbolique ou d'une imprudence supposée. Elle devient un révélateur. Elle oblige chaque camp à tester ses arguments face à des indicateurs concrets plutôt qu'à des principes abstraits. Le débat se recentre alors sur une question mesurable. Quel coût réel un État accepte-t-il d'assumer et pour quelle capacité de décision future ? À mi-parcours de la crise, un élément longtemps discret modifie la lecture entière des événements. Derrière la fermeté affichée se dessine une coordination régionale en gestation, soyez évoquée à voix basse avant d'être confirmée par des signaux concordants. Des échanges accélérés, des ajustements sécuritaires synchronisés et des déclarations prudentes indiquent que la souveraineté revendiquée n'est pas une posture isolée, mais une architecture en construction, pensée pour réduire l'isolement anticipé. Ce pivot change l'échelle du récit. Ce qui semblait opposer un État enclavé à des pressions extérieures devient un test collectif de crédibilité. La pression ne disparaît pas, elle se redistribue. La solidarité implicite n'abolit ni les risques ni les coûts, mais elle modifie leur portage. L'erreur individuelle aurait désormais un coût partagé, et la discipline devient une condition de survie politique. Pour Ibrahim Traoré, ce basculement n'introduit pas un rapport de force inédit. Il révèle celui qui existait déjà, en cessant visibilité publique. La coordination régionale réduit la probabilité d'un isolement brutal tout en augmentant la responsabilité de chaque décision. Le choix cesse d'être strictement national. Il engage une cohérence collective qui impose des règles plus exigeantes. À partir de cet instant, la crise ne se résume plus à un ultimatum chiffré. Elle devient un signal adressé à l'ensemble du système régional. La maîtrise des ressources peut s'organiser autrement, à condition d'accepter une discipline partagée et des risques assumés. Le récit cesse d'être événementiel. Il devient structurel. Le premier cercle concerne les institutions publiques. La reprise d'autorité sur les sites miniers impose une réorganisation immédiate des chaînes de décision. Les procédures sont raccourcies, le reporting devient plus fréquent et les indicateurs opérationnels prennent le pas sur les annonces politiques. Cette densification crée des frictions internes, mais elle clarifie aussi les responsabilités. L'administration apprend sous contrainte, contrainte par des délais courts et par une surveillance accrue. L'effet principal n'est pas l'efficacité instantanée, mais la visibilité. Chaque retard, chaque blocage, chaque progrès devient mesurable. Cette transparence forcée transforme la gouvernance en exercice continu d'ajustement. Le deuxième cercle touche le secteur économique et les entreprises. Les réactions sont contrastées. Certaines sociétés étrangères suspendent leurs opérations, redoutant un précédent régional et une incertitude juridique prolongée.
D'autres, au contraire, explorent des partenariats fondés sur la copropriété, le transfert de compétences et des cadres contractuels plus lisibles. L'investissement global ne s'envole pas, il se met en attente. Cette attente elle-même devient un signal, le marché ne condamne pas la décision, il cherche à en tester la stabilité. La crédibilité ne se gagne plus par des promesses, mais par la continuité des règles appliquées. Le troisième cercle concerne la population. Dans les villes comme dans les zones rurales, la décision est perçue moins comme un acte diplomatique que comme un signal de réappropriation. Des dynamiques modestes apparaissent. Intérêt accru pour les formations techniques liées aux mines et à la logistique, débat plus fréquent sur l'usage des recettes publiques et premier signe d'un ralentissement de l'émigration économique dans certains bassins. Ces évolutions restent fragiles. Sahel n'annonce pas un basculement social, mais un changement de perception. La figure d'Ibrahim Traoré y joue un rôle de point de référence, non par omniprésence discursive, mais comme incarnation d'une ligne tenue malgré le coup initial. Le quatrième cercle s'observe à l'échelle régionale et internationale. Les circuits d'exportation de l'or commencent à se réorganiser. Des volumes transitent différemment, certains ports ouest-africains enregistrant une baisse mesurable de flux. Les chancelleries ajustent leur discours, oscillant entre prudence et fermeté. Parallèlement, des institutions financières régionales évoquent des mécanismes communs, jusque-là jugés irréalistes. Le Burkina Faso cesse progressivement d'être un cas isolé. Il devient un indicateur avancé, observé pour ce qu'il révèle des marges de manœuvre possibles. Alors, la prise ensemble, ces 4 cercles montrent que la décision n'a pas produit un choc unique, mais une série de déplacements. Chaque acteur, public ou privé, local ou extérieur, est contraint de recalibrer ses attentes. La conséquence majeure n'est donc pas la rupture elle-même, mais l'obligation collective de composer avec une trajectoire désormais visible, surveillée et assumée. À mesure que la phase aiguë s'estompe, l'enjeu n'est plus de commenter la rupture, mais d'en projeter des conséquences plausibles à partir des dynamiques déjà observables. Les équipes d'Ouagadougou ne cherchent pas à prédire l'avenir. Elles cartographient des marges de manœuvre réalistes. 3 trajectoires se dégagent, chacune fondée sur des mécanismes identifiables plutôt que sur des intentions déclarées. Le scénario de base, souvent résumé par l'idée de tenir la ligne, repose sur une stabilisation progressive. La coordination régionale demeure active sans s'élargir brutalement. Les sites miniers sécurisés fonctionnent sous une gouvernance plus centralisée, tandis que de nouveaux partenariats avancent avec prudence. La croissance reste contrainte par des ajustements logistiques et budgétaires, mais elle cesse de se dégrader. Dans cette hypothèse, le coût initial est absorbé au prix d'une discipline durable. L'État ne gagne pas rapidement, mais il consolide sa capacité de décision et réduit l'improvisation. Un scénario plus favorable envisage un effet d'entraînement régional. D'autres pays du Sahel renforcent leur coopération sur les infrastructures, la sécurité et certains mécanismes financiers. Des projets communs émergent, soutenus par des acteurs extérieurs acceptant des cadres plus équilibrés. Les diasporas jouent un rôle d'amortisseur, finançant des initiatives productives et éducatives. Dans ce cas, la décision initiale dépasse son contexte national. Elle devient un précédent structurant, transformant une contrainte en levier collectif et élargissant les marges de négociation à moyen terme. Le scénario défavorable, parfois qualifié de trajectoire étroite, repose sur une intensification des pressions, des sanctions ciblées, des retards logistiques et une spéculation accrue fragilisent même l'économie. L'inflation complique le quotidien des ménages, tandis que certains partenaires suspendent leurs engagements. La cohésion interne est alors mise à l'épreuve. Chaque erreur de pilotage amplifie les effets négatifs, réduisant fortement la capacité d'ajustement. Face à ces trajectoires, une règle de navigation s'impose. À la demande d'Ibrahim Traoré, les décisions sont évaluées non en fonction du gain immédiat, mais de leur résilience à 12 mois. Si une mesure améliore la trésorerie aujourd'hui, mais fragilise la capacité d'agir demain, elle est écartée. Ce principe n'élimine pas le risque, il en redéfinit simplement le cadre.
Pour comprendre ce que la crise signifie concrètement, il faut quitter les salles de décision et observer comment 3 espaces de la vie collective absorbent les effets du choix initial. Chacun révèle une réception différente, mais tous contribuent à la stabilisation ou non de la trajectoire engagée. L'enjeu n'est plus abstrait, il se mesure dans des pratiques ordinaires, souvent discrètes mais cumulatives. Dans les foyers et la vie quotidienne, l'impact prend la forme d'une vigilance accrue. Les annonces publiques sont suivies avec attention, non par curiosité politique, mais pour anticiper leurs effets sur les prix, l'emploi et l'accès aux services. Les discussions de quartier intègrent progressivement des notions auparavant techniques, comme la dette, la redistribution ou la gestion des ressources. Cette appropriation reste inégale, parfois hésitante, mais elle marque un déplacement. Les décisions nationales cessent d'être perçues comme lointaines. Une première piste s'impose alors sans injonction explicite. Traiter l'information économique comme un bien commun à partager et à discuter. Dans les milieux professionnels, la transition agit comme un révélateur de priorité. Les secteurs liés aux mines, à la logistique et aux services techniques voient apparaître de nouvelles opportunités, tandis que d'autres subissent la pression d'une réorganisation rapide. Les travailleurs expriment une interrogation centrale. Comment transformer une contrainte conjoncturelle en amélioration durable ? De cette question découle une seconde piste pragmatique souvent évoquée, renforcer la formation locale et la montée en compétences pour réduire la dépendance aux expertises extérieures. Enfin, au sein de la société civile et des espaces éducatifs, la situation devient un objet d'analyse méthodique. Associations, universités et collectifs citoyens organisent des débats structurés sur la souveraineté, la cohérence des réformes et les modèles économiques possibles. Cette dynamique ne produit pas un consensus immédiat. Yakuma, elle favorise un apprentissage collectif où prudence et espoir coexistent sans s'exclure. À la croisée de ces 3 espaces, une conclusion s'impose. Personne n'est simple spectateur. Chacun participe à son échelle à la capacité du pays à tenir une ligne exigeante sans rompre. Pour éviter que la décision ne reste un geste ponctuel, une feuille de route structurée est progressivement mise en place, fondée sur des actions mesurables, assignées et limitées dans le temps. L'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de convertir la rupture initiale en stabilité durable, capable de résister à des pressions prolongées. La logique suivie privilégie la cohérence des actes à la multiplication des annonces. Le premier axe concerne la sécurisation intégrale des sites miniers. Des unités mixtes assurent une présence continue sur les zones sensibles, avec un indicateur simple. Aucune extraction ni transfert non autorisé dans les rapports mensuels. Cette règle austère vise à fermer définitivement les brèches révélées par l'ultimatum et à restaurer la traçabilité des flux. Le deuxième axe porte sur la révision contractuelle et fiscale. Les concessions existantes sont réexaminées selon des critères de transparence, de redistribution locale et de conformité juridique. Chaque trimestre, des bilans intermédiaires évaluent l'écart entre la valeur produite et la part réellement captée par l'intérêt public. Ici, la mesure prévaut sur la déclaration. Le troisième axe engage la modernisation des échanges financiers. Un système de paiement national, interconnecté aux réseaux régionaux, est déployé par étapes. Le succès n'est pas jugé sur l'innovation technique, mais sur l'augmentation progressive des transactions internes sécurisées, suivies à intervalles réguliers. Un quatrième axe vise l'éducation économique collective. Des modules pédagogiques expliquent simplement dette, ressources et flux commerciaux. Leur diffusion dans les cursus et les médias publics devient un indicateur central de compréhension partagée. Enfin, la coopération régionale est formalisée par des accords assortis de tableaux de suivi semestriel. À la demande d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route repose sur une idée directrice. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se vérifie, étape après étape, dans la cohérence entre décision, exécution et résultats observables. 1 an après l'ultimatum, les visages qui avaient occupé la petite salle de crise réapparaissent sur une grande place de Ouagadougou. L'économiste au ton posé,
L'ingénieur des mines, la juriste formée localement et l'officier chargé des zones sensibles se tiennent en retrait. Leur présence rappelle que la première réponse à la pression extérieure n'a pas été un geste spectaculaire, mais un travail méthodique, né d'une inquiétude maîtrisée et d'une discipline collective maintenue dans la durée. Sur une estrade sobre, Ibrahim Traoré s'adresse brièvement aux habitants rassemblés. Il ne célèbre pas une victoire. Il rappelle un chemin, celui qui a transformé un ultimatum technique en une séquence d'apprentissage où chaque décision a dû être expliquée, assumée et mesurée. Le propos est dépouillé, presque austère, mais il résonne par sa cohérence avec les mois écoulés et avec les efforts consentis à tous les niveaux. La phrase centrale, reprise ensuite dans les conversations, tient en peu de mots « protéger ce qui appartient au pays ». Elle agit comme un rappel plutôt que comme un slogan. Elle renvoie au télégramme initial, à la tension des premières heures et au choix de ne pas déléguer l'avenir à une équation comptable. Dans ce retour au motif d'origine, une idée s'impose avec calme. La stabilité obtenue ne relève ni du miracle ni de la posture. Elle repose sur une continuité d'efforts partagés, capable de tenir sans rompre. À mesure que la tension immédiate retombe, un constat s'impose progressivement. L'histoire racontée ici ne se referme pas sur une décision présidentielle, mais sur une dynamique collective encore en cours. Dans les marchés, c'est les écoles et les administrations. Les conversations changent de ton. La souveraineté n'est plus évoquée comme un mot d'ordre lointain, mais comme une pratique quotidienne, faite de choix modestes, de contrôles répétés et d'une vigilance partagée face aux compromis faciles. Les initiatives locales, les projets communautaires et les débats publics prolongent l'élan né pendant la crise. Rien n'exige une mobilisation spectaculaire. L'essentiel réside ailleurs. Observer les effets réels, comprendre les arbitrages successifs et accepter que la stabilité se construise par ajustement plutôt que par déclaration définitive. Cette phase demande moins d'adhésion émotionnelle que de lucidité collective, nourrie par l'expérience récente. Dans ce cadre, la trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré demeure ouverte. Elle peut se consolider, se corriger ou se fragiliser selon les choix à venir et la capacité à maintenir la cohérence acquise. Tout dépendra de l'attention portée aux écarts, aux signaux faibles et à la manière dont chacun accepte de participer à l'effort commun. La question finale n'est donc ni institutionnelle ni idéologique. Elle est civique. Quelle place chacun souhaite-t-il prendre dans cette histoire encore en mouvement